Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles de pixels où on décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Cette semaine, plateau un peu particulier, thématique spéciale, j'ai envie de dire, on va parler post-apo et je ne parle pas de ma coupe de cheveux. Cette semaine, on a Chloé en plateau, comment tu vas ? Ouais, bonjour, ça va très bien. Très bien. Ouais, je viens de me roder là avec Before eSport, donc c'est bon, je suis chaude. Vous avez parlé de quoi ? On a parlé de Apex Legends. Très bien, et tu as donné ton avis sur la question ? Oui. Ou c'est pas trop mon délire, va falloir que j'arrive un petit peu à prendre le jeu en main avant de pouvoir faire des parties dont je serai satisfaite. Il y a du boulot. Exactement. Très bien, de l'autre côté du plateau, on a un invité de la semaine, Mehdi Desbabizourgani, bonjour. Bonjour. Tu es enseignant-chercheur à l'ICANN, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, et consultant freelance aussi dans le monde merveilleux du game design, entre autres choses. Quels sont tes domaines de spécialité ? Notamment tout ce qui va être champ de la culture, donc ce qui m'a valu le droit notamment d'intervenir au rendez-vous de l'histoire il y a quelques mois à Blois, d'organiser une petite session exposition de jeux dans ce grand rendez-vous qui est le Festival de Cannes des historiens, de ce que j'ai appris entre temps. Et on t'avait reçu la semaine précédente justement autour de la thématique jeux vidéo histoire. Ça c'est par accord. Très bien, voilà, donc on est ravis de te recevoir à nouveau en plateau. Pour la thématique de la semaine, on a une nouvelle tête en plateau, c'est Ariane. Hello. Comment tu vas ? Eh ben écoute, un peu nerveuse, mais sinon ça va. Bien dans le micro, Ariane, s'il te plaît. Mais sinon, ça va très bien, super. Et une autre tête en plateau assez nouvelle, c'est Charlie. Oui, bonjour, je suis ravi pour cette première d'être parmi vous et du coup dans un plateau assez neuf. Assez neuf, bon tu le vois toutes les semaines quand même parce qu'il faut rappeler pour que tu moi, es... oui, je parle pour les auditeurs. Très bien, toi tu rappelles que tu es producteur oui. De l'émission avec Elisa et donc voilà, cette semaine tu vas venir nous parler de post-apo, tu as beaucoup potassé la question, tu as un petit peu poussé le sujet aussi dans les réunions, donc on est ravis de t'avoir en plateau. On va avoir beaucoup de spécialistes cette semaine, c'est parfait. Cette semaine je crois que les critiques, Ariane, je crois que tu as un sujet de prédilection, c'est... De circonstances même. Metro Exodus. Exact. Metro Exodus, vite fait là, rapide. Eh ben, écoute, je vais pas spoiler ma propre critique, mais bon, avis mitigé pour l'instant. On s'y reverra. Et Chloé, toi, tu vas nous parler de Umbrella Academy. Exactement. Très donc, bien. La petite nouvelle série qui vient de pop sur Netflix en début de semaine, qui traite de super-héros et de fin du monde. Post-apo, pas post-apo, pardon, mais presque. Exactement. Très bien, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, hashtag HPL, et sur le chat de Twitch, on vous lit. Cette semaine, on salue donc Ultra Pouch, on salue Mivi, on salue La Débauche, on salue Aiglefin Spion 95, Punky, Mioups, Mafuba, Thundergeek. Putain, vous êtes nombreux aujourd'hui. C'est très bien. N'hésitez pas à partager donc vos remarques, vos questions et vos anecdotes. On vous lira tout au long de l'émission. C'est parti pour les news. Et on commence avec des news, ma foi, assez importantes. Bah ouais, Chloé. parce que dans la famille Nintendo... Non, en fait, question Nintendo, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Laquelle vous voulez entendre en premier ? La bonne. La bonne. Eh ben, la bonne, c'est qu'il y a de l'amour dans l'air entre Nintendo et Microsoft. Parce que depuis plusieurs semaines, il y a des rumeurs qui courent sur la toile par rapport à un rapprochement donc, des deux gros magnats du jeu vidéo. Et là, on a quelques premiers éléments visuels officiels qui nous confirment que le but, c'est de donner accès au Xbox Live ainsi qu'au Xbox Game Pass sur des plateformes Nintendo, entre autres la Switch. Alors, c'est une information de Epion sur jeuxvideo.com. Exactement. Donc là, il y a quand même quelques visuels officiels qui sont apparus, ce qui permettent de dire que ce n'est plus juste une rumeur, mais que c'est avéré. On avait déjà un petit peu la puce à l'oreille avec l'annonce de Hellblade qui devait sortir sur Switch, et avec quelques autres petites news. Selon Direct Feed Games, le prochain jeu du catalogue Microsoft à être accessible sur Nintendo Switch, ça va être Ori and the Blind. Et The Blind Forest, pardon. The Blind Forest. Il me manquait un mot. Oh là là. Ouais. Ori and the Blind T'inquiète Forest. Il n'y a pas de mal, mais au moins j'ai toujours un petit carrel derrière moi pour me rattraper en cas de problème. Et en plus de ça, ils veulent également, Microsoft, mettre en place le service de streaming xCloud sur Nintendo Switch pour permettre à des jeux un petit peu plus gourmands de tourner sur la console qui n'a pas les meilleures performances du marché. On rappelle effectivement que le cloud gaming, ça va être un peu le nerf de la guerre pour la Switch. Toi, qu'est-ce que tu attends un petit peu de voir un peu cette interopérabilité arriver entre Microsoft et Nintendo ? La dernière info, ouais, éviter des déconnexions régulières sur Splatoon 2, ça sera pas mal, ouais. Au hasard, avant d'accueillir peut-être Halo, on ne sait pas. Ça m'intéressera moins, mais je suis heureux pour les gens. Très bien, très bien. Et l'autre nouvelle qui est un petit peu plus triste, voilà, c'est justement la mauvaise, c'est que le CEO de Nintendo of America il va prendre sa retraite. Du coup, nous allons perdre un élément qui était mythique pour la communauté du jeu vidéo,
mais qui va passer la manette, comme il s'amuse à le dire lui-même, à wait for it, Doug Bowser. Doug Bowser, Donc, ça ne s'invente pas. donc voilà, on a quand même un petit jeu de mots qui est assez sympa. Donc merci beaucoup à Régie Fils et Aimé pour ses loyaux services depuis 2006. Et donc il va passer la main à une personne qui a l'air tout aussi compétente, mais ça fait quand même une perte pour la communauté qui était derrière lui. Passation en avril, effectivement, c'est un peu 15 ans d'histoire de Nintendo, 15 ans d'histoire du jeu vidéo et de la communication autour du jeu vidéo qui se referme. Mehdi, tu voulais réagir sur le départ de Reggie? C'était plus le nom de Monsieur Bowser qui m'amusait et dont j'avais dit à une amie sur les réseaux sociaux, ils vont quand même loin niveau com Nintendo, ils ont commencé à comprendre, mais là ils vont un peu trop loin. Mais non, Reggie Fils-Aimé, oui, très identifié, on se rappelle effectivement les marionnettes et compagnie avec les Iwata et Miyamoto, et puis c'était quand même un personnage où on arrivait à voir sur des NeoGAF des traits de 3-4 pages sur le fait qu'il avait une trace sur la commissure de la lèvre et ce qu'il avait mangé avant une com, donc voilà, c'est bien niveau com. Oui, non, la mémification de la com, c'est toujours intéressant. Toujours un succès. On souhaite du coup un bon repos à Reggie. On imagine que le chantier, vu la première nouvelle, que le chantier des 2 dernières années a été important et qu'il a peut-être besoin de repos. Comme il le dit lui-même, ce n'est pas un game over, c'est un niveau supérieur dans lequel il va pouvoir profiter de ses amis et de sa famille. Très très bien. Ariane, du coup, on va poursuivre avec toi. Du coup, parce qu'il y a non pas une, non pas 2, mais 3 machines en préparation pour 2019. Absolument. Alors on retourne du côté de Microsoft pour commencer, côté Xbox, puisque il est tout à fait possible, d'après Epion de nouveau, que Microsoft profite de l'E3 2019 pour dévoiler non pas une, mais 2 Xbox. Ce sont les Xbox de son projet Scarlett. On aurait donc 2 machines Anaconda, un modèle haut de gamme qui tournerait autour de $500, et Lockhart, le modèle entrée de gamme qui se concentrerait plutôt sur le jeu dématérialisé, donc adieu lecteur Blu-ray. Ce qu'on sait niveau technologie pour l'instant avec certitude, c'est qu'elles seront dotées de disques durs SSD. Après le reste, il y a des chiffres, mais rien de confirmé pour l'instant. On sait également que même si elles peuvent être dévoilées dès juin prochain, elles ne sortiront pas avant 2020. Très bien, pas mal d'attentes là-dessus. Peut-être, Charlie, toi tu joues pas beaucoup aux jeux vidéo, mais qu'est-ce que ça t'inspire, cette nouvelle arrivée de plein de machines comme ça? C'est la nouvelle génération qui arrive. Il faudrait voir déjà quelles conséquences ça va avoir au niveau des populations de joueurs que ça va cibler, les différentes machines, et à quel point est-ce que ça va pas servir à vendre plus cher aussi les machines de haute qualité. D'où l'intérêt de voir peut-être l'interopérabilité arriver justement avec plus de créer un écosystème joint avec différentes machines. Ça ferait un bon sujet de débat, ça je crois, une bonne émission à venir. On va pas s'éterniser dessus. Ariane, je crois que tu avais 2 autres nouveaux jeux qui sont arrivés cette semaine. Oui, mais j'ai pas annoncé ma 3e machine. Mon Dieu, la 3e, c'était quoi? C'était, il me semble, du côté d'une firme. Et oui, c'est du côté GAFA. de Google. Cette fois, on devrait avoir des nouvelles dès le mois de mars à la Game Developers Conference à San Francisco, si je ne m'abuse. Google a développé cette année en bêta entre octobre et janvier son Project Stream qui permet de jouer depuis Chrome grâce à un plugin. Et d'après 9to5 Google, Google s'apprête à dévoiler du hardware qui permettrait de faire du streaming depuis son salon, donc une console a priori. En plus pour 2019. Beaucoup de cloud gaming dans tout ça quand même, hein. La fin des cartouches, la fin des CD peut-être, je ne sais pas, beaucoup d'abonnements à prévoir en tout cas. On en discutera à une autre occasion. Et du coup, 2 nouveaux jeux qui ont été annoncés cette semaine du côté des indés. Et oui, alors petit cocorico de la semaine, The Game Bakers, studio français, nous a dévoilé déjà le trailer de son nouveau jeu, c'est Heaven. C'est le studio qui est derrière Fury, qui a eu de bonnes critiques en 2016, mais qui n'a pas super bien vendu. Assez ambitieux Heaven, c'est un RPG cette fois qui sera joué soit solo soit coop autour de 2 personnages qui se sont retirés sur une planète abandonnée pour rester ensemble à tout prix. Tu parles de Microsoft et Nintendo là, non ? Non, pardon. Bien essayé, mais non. On est bien sur Heaven qui devrait sortir en 2020. Très bien, donc un jeu avec beaucoup de bisous dans l'équation, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, contrairement à Fury qui était un jeu impitoyable. Mehdi, toi tu avais joué à Fury ? Oui. Est-ce que tu as des attentes autour de Heaven ?
C'est Game Baker, donc je suis confiant là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, comme vient de dire Ariane, j'espère que ça suivra un petit peu plus niveau vente, bien que Fury, avec alors je sais pas quels sont les volumes de vente, mais niveau ressorti sur Switch entre autres, peut se renflouer un petit peu plus, et ça s'y prête énormément en termes de support. Il faut rappeler que le jeu s'était lancé en gratuit sur PSN, aussi sur PS Plus, donc ça a dû... Enfin, ils ont troqué la visibilité, les ventes. Enfin voilà, peut-être que c'est pas forcément l'équation n'a pas forcément été en leur faveur, mais en tout cas, c'est un jeu qui mérite d'être joué. Donc allez-y. Et l'autre jeu, du coup. Alors l'autre jeu, cette fois, on va vers le Canada. C'est le studio Red Hook qui va sortir une suite à Darkest Dungeon. Alors Darkest Dungeon, qui a été très bien reçu, lui pour le coup, tant sur les critiques que dans les ventes. C'est donc un roguelike RPG, voilà. Et donc la suite va garder le même système au tour par tour. Sauf que cette fois, apparemment, on va sortir du domaine du premier épisode. Le teaser a notamment montré une montagne enneigée. Il a été question d'apocalypse surnaturelle. Pour l'instant, on n'a pas de date de sortie, mais on a un teaser donc assez court qui est déjà disponible. Avec une charte visuelle un peu différente, si je dis pas de bêtises, ça vous intéresserait, vous, de vous plonger dans Darkest Dungeon 2 ? Vous avez peut-être joué au premier ou pas ? J'ai pas joué au premier, donc il faudrait déjà que je m'intéresse au premier volume de la saga avant de m'attaquer au second. Est-ce que ça te tente ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bon bah écoute, pourquoi Plus pas ? qu'Apex. Plus qu'Apex, c'est très bien. Ça va être le running gag de l'émission, je vais le sortir dès que je peux. Très bien, très bien. Du coup, on va enchaîner, je suis désolé. Plus qu'Apex, du coup, on va parler peut-être un petit peu animation, étant donné que Thomas Romain, notre ami Thomas Romain, co-créateur, on rappelle, de Code Lyoko et de Urban Star Racer, directeur artistique du studio Satellite et méca designer sur Space Dandy, rien que ça, sacré CV, a annoncé ce jeudi la création du studio No Border à Tokyo, qui sera du coup un studio de coproduction franco-japonaise consacré à l'animation, aux jeux vidéo, à la bande dessinée. Donc tout un beau programme. Pour rappel, Thomas Romain nous en avait parlé, si ça peut vous intéresser, dans le numéro 51 d'Hyperlink avec Séverine Varlette, où on abordait justement la question des coproductions franco-japonaises. Il en profite également pour faire le point sur le premier projet du studio, à savoir les décors de Carol and Tuesday, qui sera le prochain animé de Shinichiro Watanabe, le créateur de Cowboy Bebop. Rien que ça. Dieu. On peut le dire. Toi, Médite, je te sens trépigner là sur ta chaise. Non, ça m'amusait parce que sur Netflix, c'est ressorti, si vous avez fait attention, Sherlock Holmes. Enfin, ressorti. Le Sherlock de Miyazaki, je veux dire. Merci beaucoup pour la précision. Et ça m'amuse comment on est en train de plus en plus, même si les liens franco-japonais n'étaient jamais bien loin au niveau de l'animation, de revenir à cette époque où on avait pas mal de collaborations franco-japonaises. Mais je précise, pour Sherlock Holmes, c'était une coproduction franco-italo-japonaise. Voilà, histoire de pas me faire bâcher. La grande époque de Jean Chalopin, les années 70. Voilà, tout à fait. Tu sais. On a failli en parler dans l'émission sur Dorothée, donc tu fais bien de rappeler l'existence de Jean Chalopin, peut-être le vrai porte-étendard dans ces années-là de la Japanimation en France et de la France au Japon. Autre news, enfin un petit peu plus triste, c'est l'arrêt tout simplement du deal entre Marvel et Netflix qui a été officialisé cette semaine avec l'arrêt de Jessica Jones et de The Punisher, marquant le divorce définitif entre Marvel et Disney, entre Netflix et Disney, pardon. C'est la fin d'un deal lucratif. On rappelle, en 2015, Daredevil avait converti beaucoup de monde à la plateforme, mais évidemment avec le temps, avec l'arrivée de Disney+, ça représentait plutôt un conflit d'intérêts, et donc mettre fin à cet univers-là était relativement logique, hélas. Marvel s'est néanmoins fendu d'un communiqué un petit peu assassin envers Netflix, en rappelant que la grandeur d'un homme ne se mesure pas quand il finit au tapis, mais au moment où il se relève. La suite au prochain épisode, donc on verra peut-être les personnages Marvel sur Disney+. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous aviez souscrit à l'abonnement Netflix avec Marvel ou pas ? Charlie, je te vois sourire. Non. Je profite d'un abonnement à plusieurs sur Netflix, et bon, après, comme tu le dis, c'est pas très étonnant à partir du moment où Disney+ arrive qu'ils se désengagent de Netflix pour ouvrir leur plateforme concurrente. Charlotte, Chloé, Charlotte, je suis désolé. Chloé. Oui. Et qui est Charlotte ? Vous ne le saurez pas. On ne le saura jamais. Pareil, moi j'ai un abonnement Netflix, mais c'était pas nécessairement pour les Marvel que je l'avais. Après, ça peut permettre aussi de la diversification sur Netflix, s'ils ont des productions originales à faire, de justement peut-être traiter de sujets qui pourraient ressembler à ceux de Marvel, mais avec une patte justement qui leur est propre, ce qui peut être très très intéressant. On rappelle que
les projets, ça va être autour de Scarlet Witch et de Loki, si je dis pas de bêtises. Loki qui sera une sorte de Doctor Who méchant. En gros, il va voyager dans différentes époques, etc. Pourquoi pas. Et enfin, la fin de ce grand point news, c'est à toi que je la confie, Charlie. Oui. Il va falloir être bref sur les récompenses des Césars. Oui, donc en attendant les Oscars cette nuit, vendredi, il y avait les Césars et les Césars ont récompensé globalement 3 films qui ont raflé la plupart des grosses récompenses. On a eu donc Jusqu'à la garde qui a eu meilleur film, meilleur montage, meilleure actrice et meilleur acteur, il me semble. Meilleur acteur, c'était Philippe Catherine. Effectivement, non, c'est second rôle. Second rôle, Catherine. Oui. Ah ok, d'accord. Et donc les frères Sisters et enfin Scheherazade. Globalement, c'est un bon cru cette année, les Césars. On peut peut-être juste regretter que les comédies qui étaient favorites, donc Le Grand Bain ou En Liberté, n'aient quasiment rien eu. Et donc, on reste de nouveau sur une prépondérance des drames dans le cinéma français. Et 0 récompense pour La Nuit à dévorer le monde. C'est aucune justice. Aucune justice. Tu avais PJ qui acquiesce depuis la régie. Un petit commentaire autour de ces résultats des Césars. Vous avez suivi la cérémonie ? Non. Pas du tout. Tu as suivi le cinéma français cette année ? Merci, tu anticipes la deuxième réponse qui est toujours non. Enfin, non, j'exagère. Disons qu'il y a beaucoup de choses qui me déplacent, mais je vais faire court, non. Non, très bien. Ariane, Chloé. Merci. J'ai cru que t'allais encore te tromper. J'en prends une autre, t'as vu ? Oui. Moi, disons que j'utilise les Césars comme mon catalogue de films à voir sur l'année. Donc, j'ai pas tant suivi sur le moment et j'avais pas trop d'opinions avant, mais maintenant, je sais ce qu'il faudra que je regarde. Très bien. Bah, moi, pareil, hein, j'ai dû renoncer à l'année 2018, a été compliquée. J'ai dû renoncer à la carte UGC, donc voilà, ce sera ma séance de rattrapage pour dans les mois qui viennent, quand ça sortira légalement, ma foi. C'est tout pour ce point news. Merci pour toutes vos remarques sur le chat. Normal vu que Disney Plus nous dit Mafouba. Beaucoup de remarques sur le deal entre Marvel et Netflix. On se retrouve juste après la pause. On va s'écouter, si vous le voulez bien, Macross 82-99, Aogashima Island, et on se retrouve juste après pour les critiques d'Umbrella Academy et Metro Exodus. A tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de B2 Pixel, toujours avec Ariane. Toujours avec Charlotte. Très bien, tu sais que ça fera l'extrait pour le teasing de l'émission, c'est parfait. Toujours avec Charlie, du coup. On n'est pas parti. Tu t'appelles pas Charlotte non plus. Non. Et avec Mehdi, comment ça va ? Ça bouge pas, ça va bien. Très bien, tu as apprécié cette pause musicale ? Merveilleuse. Macross donc. Parfait. Il est super client, ce Mehdi, adorable. Bon les amis, on est parti pour les critiques de la semaine, à savoir ma foi Umbrella Academy et Metro Exodus. Mais c'est de la merde. Alors Umbrella Academy. Eh bien, Umbrella Academy, c'est la série qui vient de sortir sur Netflix. Elle a été disponible à partir du 15 février, réalisée par Steve Blackman. Il s'agit de l'adaptation des comics éponymes Umbrella Academy qui sont sortis en 2009 chez Dark Horse Comics, qui ont été écrits par Gerard Way. Et pour vous faire un petit pitch, en 1986, 43 enfants naissent d'une immaculée conception. 7 d'entre eux sont adoptés / achetés par un multimillionnaire dans l'optique de sauver le monde. Donc il crée cette fameuse Umbrella Academy, car il s'avère que ces jeunes enfants ont des pouvoirs et il va leur apprendre à les contrôler. Et justement, on va voir dans le début de l'histoire qu'il y aura plusieurs petits larcins, des braquages de banque que ces enfants vont réussir à déjouer et ils vont se faire connaître mondialement parlant. Par contre, de nos jours, on fait un gros saut dans le temps, ils ont tous une trentaine d'années, ils sont tous revenus un petit peu à leur vie après avoir quitté un à un l'académie, et ils se retrouvent pour le décès de leur père. Donc c'est l'enterrement, c'est l'occasion d'avoir une grande réunion de famille. Et suite à ça, l'un des 7 en fait, frères et sœurs du coup, qui ont été adoptés prévient sa fratrie que la fin du monde arrive dans 7 jours et ils doivent trouver une solution pour pallier à cela. Alors c'est un petit peu un remake de X-Men Apocalypse dans ce que tu me dis. Cross Days of Future Past, c'est un petit peu d'éléments de X-Men on va dire. Est-ce qu'on serait pas face à un remake déguisé ? Ah bah effectivement, sur bien des niveaux, on a ce côté effectivement académie où on apprend à contrôler des super pouvoirs, on a cette composante justement pouvoirs en tant que tels qui sont pas en plus folichons. On a le mec qui a une force surhumaine, on a le télékinésiste, on a une personne qui arrive à contrôler les esprits. Rien de bien transcendant, mais il y a un choix très très audacieux qui a été fait dans la série, c'est de ne pas faire des super pouvoirs l'élément central, parce qu'en réalité il s'agit plus d'un drame familial et des rapports qu'auront les frères et les sœurs entre eux pour réussir à sauver la planète, plus qu'un focus sur leurs super pouvoirs. Ils auraient pu ne pas avoir de pouvoir du tout, on aurait eu quand même une histoire, mais ça rajoute un petit côté très
très pop à la chose, ce qui rafraîchit énormément. La série est beaucoup plus sombre que ce que le pilote annonce et des images qu'on en voit, parce que le pilote est très très rythmé. Il y a beaucoup de scènes de musique rock, des scènes d'action, beaucoup d'humour qui fait place à l'intérieur. On se rendra compte que l'intrigue sera beaucoup plus noire, beaucoup plus complexe. Donc il s'agit plus d'une série psychologique en fait sur le long terme qu'une série de super-héros en tant que telle. Même au niveau photo, c'est très sombre globalement. Exactement, ça devient très très sombre. Donc c'est sur ces points-là en fait que ça sort vraiment des sentiers battus. C'est qu'on se retrouve pas sur cette production de super-héros très classique. Alors là, effectivement, ça devient peut-être un peu plus innovant, mais est-ce qu'on peut dire que The Umbrella Academy est à la hauteur de ses ambitions ? Est-ce que ça réussit à se démarquer des adaptations en ciné, mais aussi en série qu'on a déjà pu avoir sur Netflix ? Alors déjà vu que c'est un format série, ça prend son temps pour développer les différents personnages. On n'aura pas nécessairement dans un film où on aura donc des super-héros qui sont caractérisés par leur pouvoir, mais on n'entrera pas nécessairement beaucoup dans leur psychologie. Après, ce qu'on peut reprocher à la série, c'est que certains des 7 super-héros sont plus mis en avant que d'autres. Je pense principalement au numéro 4, qui est d'ailleurs incarné par l'ancien protagoniste de Misfits. Oui, j'ai plus son nom. Ouais, il joue également dans Mortal Engines récemment. Ouais, exactement. J'ai plus son nom. Robert Michael Sheeran. Merci. Voilà, ça y est, ça m'est revenu. Aucun lien avec le chanteur ? Non, non, aucun pourtant. Après, il aura peut-être des talents cachés, on ne sait pas. Nous avons également Ellen Page qui se joint au casting et qui sera un des personnages qui se notera plus. Mais donc on aura des personnages un peu accessoires et des personnages qui feront beaucoup plus grandir l'intrigue. Il y a aussi énormément d'intrigues secondaires qui sont parfois un peu trop développées par rapport à l'intrigue principale. Mais bon, ça donne un petit côté rafraîchissant à la chose. Le rythme est peu stable. On aura des épisodes qui seront très très rapides, très très rythmés, et d'autres épisodes qui tirent un petit peu en longueur, donc c'est parfois un petit peu difficile de rester sur la continuité. Il y a le syndrome Netflix. Le syndrome Netflix, toujours. Le fil conducteur est aussi assez prévisible. À partir de l'épisode 3 ou 4, on sait déjà comment ça va se terminer, mais ce qui est intéressant, c'est pas nécessairement le point où on va arriver, c'est le chemin que l'on va emprunter pour y arriver. Après, on peut dire quand même qu'il y a une très très bonne direction artistique, que ce soit au niveau de la photographie, que ce soit au niveau du choix musical. C'est vraiment un grand plaisir pour les yeux. Les effets spéciaux sont très très bien gérés. En plus de ça, on a des personnages qui sont très attachants, car ce sont des super-héros qui, passé la trentaine, sont redevenus des humains en fait, en quelque sorte. Ils sont recaractérisés par les principaux défauts de la race humaine, et ils sont totalement démystifiés. C'est absolument plus ces super-héros qui vont sauver le monde, mais qui doivent réussir à faire une amélioration pour justement réussir à faire ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire stopper l'apocalypse. Et on a aussi de très très bonnes perspectives pour la saison 2, parce qu'on a un très très beau final de la saison 1 qui ouvre énormément de choses à traiter, ce qui sera très intéressant. Mehdi, tu voulais réagir sur cette... Ouais, je suis globalement très d'accord, mais je suis ennuyé par ce qui a déjà été dit, à savoir le manque de rythme et de maîtrise sur les épisodes. On passe vraiment du tout ou rien. Il y a des trucs aussi visuellement qui sont très audacieux, notamment il y a un plan dans un épisode où ils se retrouvent tous à danser, un peu Sense8 est passé par là. Et Wes Anderson aussi. Ouais, exactement. Grand Budapest Hotel, enfin un truc. Tout à fait. Voilà. Et moi, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai l'impression de voir, alors je vais être un peu dur, mais un sous Hellboy mixé avec un sous Heroes. Et effectivement un petit peu de Hellboy. Pour le côté sombre, pour le côté la figure, le patriarche, le père, machin, sauf que c'est autrement moins finaux que ce soit la BD ou le film. Et le côté Heroes, on s'accroche parce que les personnages sont sympas, mais que globalement, en termes d'écriture et de rythme, c'est pas foufou. Donc voilà, je suis un peu là, j'ai vu 5-6 épisodes à peu près. À voir si ce sera plus exploité dans la saison 2, justement. Espérons, les personnages qui sont laissés de côté, mais je pense que dire que justement c'est un sous Hellboy, c'est quand même mieux de dire que c'est un sous X-Men / sous Kingsman, parce que c'est typiquement... j'ai beaucoup d'affection pour Kingsman. Ouais, justement, on s'est traité aussi de sous Kingsman. D'accord. Mais non, donc, globalement, c'est un bon moment qu'on passe. C'est peut-être pas la série de l'année, c'est pas transcendant totalement, ou en tout cas pas cette saison 1 de la série, à voir ce qui sera produit après, à voir la ligne conductrice qu'ils veulent avoir. Charlie, Ariane, vous avez commencé un petit peu, vous avez envie de vous laisser tenter par l'expérience? Moi, je l'ai pas regardé encore, j'y pensais, donc peut-être que je vais me laisser... Tenter. Final. C'est moins long qu'une série Netflix habituelle, je crois que c'est que 10 épisodes, c'est ça? 10 épisodes de 45 à 55 minutes. Ok, donc c'est quand même assez, effectivement, ça joue un petit peu à l'accordéon avec la longueur des épisodes, peut-être avec le rythme aussi, du coup. Oui, pardon. Non, une micro-anecdote pour dire, je crois que l'auteur du comics à la base est un membre du groupe de Arctic Monkeys. C'est le leader. C'est le chanteur de MCR. De My Chemical Romance. Autant pour moi, Chemical Romance. D'où l'importance, effectivement, du choix de la
musique dans la série. Peut-être qu'il était en consultant en mode alors quand j'ai écrit cette scène, j'ai réfléchi à cette musique, voilà, etc. Donc je suis sûr il y a un petit côté un peu super-héros playlist. Bon alors moi, petite personnelle, ça m'a un peu évoqué, désolé, hein, ça m'a rappelé un petit peu Suicide Squad dans l'inconstance des musiques, dans la diversité du panel de musique. Je veux dire, c'est que t'as des scènes d'action où t'as des choix musicaux et j'étais là. Ouais, ok. Mais sinon, c'est rythmé, c'est varié, c'est assez inattendu sur pas mal d'aspects. J'ai hâte de terminer, j'ai pas fini encore. Hein, donc voilà, mon avis est à prendre avec des pincettes, mais pour le moment, je suis assez étonné. J'ai hâte de voir où ça va. Donc effectivement, voilà, si vous avez envie de voir des super-héros, la suite, en tout cas, des super-héros sur Netflix, je pense que cette série est un bon début. Merci, du coup, pour ces critiques sur Umbrella Academy. On a pas mal de remarques sur le chat. On a Pseudoless qui nous dit qu'il a pas terminé la série, qu'il trouve ça extrêmement inconstant. Mafuba trouve que le comique est pas trop mal et donc peut-être qu'il se laissera tenter par la série. Et Pooch qui fait une remarque, Ellen Page qui joue une gamine alors qu'elle a 30 piges, spoiler alert, elle a 30 piges dans la série. Il serait temps, on n'est plus dans Last of Us. C'est les avis. D'ailleurs en parlant de Last of Us jeux vidéo post-apo, Ariane, Metro Exodus, c'est l'heure. Alors Metro Exodus, parle-nous-en un petit peu. Et ben Metro Exodus que tu as juste devant toi, Karel, c'est le nouveau RPG de 4A Games. C'est aussi le 3e volet d'une série qui est adaptée de livres à la base. Cette fois c'est devant Charlie. C'est donc une série de livres écrite par Dmitry Glukovsky, qui a également pris part à l'écriture des jeux. C'est la suite de Metro 2033 et Metro Last Light, et ça raconte l'histoire d'Artyom, un peu plus de 20 ans après une guerre nucléaire qui a forcé l'humanité à se replier sous terre. Alors justement, la grande nouveauté, c'est que ce jeu ne se déroule pas intégralement sous terre. Et oui, là on a eu un peu d'ambition de la part de 4A Games. On quitte les souterrains du métro et on part en exode, d'où le titre, sur 9000 km à travers la Russie. Le jeu dure une année, on a les saisons qui sont incluses dans le jeu avec un système de météo dynamique, ambiance par exemple tempête de sable au milieu du désert. On a également un cycle jour-nuit qui est assez important au niveau du gameplay puisque il influence le comportement des ennemis. Après, en ce qui concerne le monde de ce nouveau jeu, ambition également, puisqu'il s'ouvre, alors pas autant qu'on l'avait espéré à la base, c'est pas un vrai open world, on n'a pas une seule grande carte à explorer, mais une succession de chapitres, avec certains qui sont assez ouverts, voire très ouverts comme la Volga, et d'autres qui sont totalement linéaires comme les jeux précédents. Donc le jeu reste très scripté. Alors tu avais eu l'occasion de tester le jeu en preview au K-Day, il y a quelques semaines. Est-ce que ton avis a évolué au vu de la copie finale ? Pas vraiment, c'est-à-dire que voilà, je considère que j'ai pas passé un mauvais moment, je considère que le jeu a vraiment des qualités, notamment au niveau de sa narration environnementale qui est très maîtrisée, il y a un vrai sens du détail. Le jeu fait un gros travail pour être immersif, pour que ces décors post-apo soient crédibles. Par exemple, vous êtes au bord de la Volga, vous avez envie d'aller explorer cette petite maison à moitié effondrée là au bord de la rivière, vous allez trouver un squelette encore dans la position où il était quand il est mort d'une bombe atomique. Donc voilà, univers crédible. Même chose du côté des personnages, il faut savoir que parmi les chapitres dont je parlais tout à l'heure, il y en a qui sont en fait des tranches de vie dans le train. Donc en fait vous pouvez avec vos coéquipiers aller fumer une clope ou jouer de la guitare, ce genre de choses. Et après niveau gameplay, c'est de la survie dans un univers post-apo, donc il faut ramasser un peu tout ce que vous pouvez. Il y a un gros système de craft ensuite et grosse importance de la gestion des ressources. Donc l'ambiance est là, le visuel est là, de ce côté-là on n'a pas de soucis. Raconter comme ça a l'air plutôt prometteur, mais du coup qu'est-ce qui coince ? C'est une succession de défauts principalement techniques en fait. Gros problème avec l'IA notamment, qui n'est pas un nouveau problème chez Metro. Mais là ça fait 6 ans que la Slate est sortie maintenant, donc c'est un peu dommage que par exemple quand il fait nuit, les ennemis perdent quand même une bonne portion de QI. Voilà, la crédibilité en prend forcément un peu un coup. Après, moi, mon premier souci quand j'ai testé le jeu, c'était la caméra que je trouvais assez rigide pour un FPS. Au bout de 20 heures de jeu, je m'y suis faite. La mauvaise nouvelle, c'est que je trouve que certains gunfights, notamment ceux qui sont assez rapides contre les mutants, peuvent perdre en saveur. Et après, il y a une suite d'imperfections de gameplay. C'est un très mauvais platformer, par exemple. Donc, sauvegardez bien avant de sauter sur cette barque qui se balance au-dessus du vide. et puis sinon, Artyom rejoint le commandant Shepard au panthéon des pires conducteurs de jeux vidéo. Donc voilà. Et puis, il y a des trucs un peu irritants au niveau du côté RPG pur. Par exemple, Artyom ne prononce pas le moindre mot durant tout le jeu, y compris quand on lui pose une question. Ça fait un petit peu bizarre.
Voilà, du coup, moi, pour résumer mon avis sur Metro Exodus, encore une fois, j'ai pas passé un mauvais moment. Je trouve qu'il y a une grande force toujours de la série sur son histoire, sur la façon dont le jeu met en place son univers. On a une belle aventure, on a un beau dernier chapitre que je ne spoil pas, mais qui est un très bel hommage à l'ADN de la série. C'est dommage que les finitions pêchent un peu, notamment quand c'est des défauts qui sont en fait pas nouveaux. Très bien, mais en fait, ce que tu nous dis de là, c'est que c'est un jeu qui a beaucoup d'ambition, mais qui peut-être n'a pas suffisamment d'introspection par rapport à ce qu'ont réussi ou pas les jeux précédents, et du coup, voilà, c'est un peu un compromis entre ce qui fait l'ADN de la série et ce qu'ils ont voulu rajouter. En fait. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et toi, t'y as joué, Mehdi, un petit peu à Metro J'ai joué 1 heure et demie à peu près. D'accord. À Exodus ou à Metro en général Non, à Exodus. Le Metro, j'avais joué au premier que j'avais lâché en route. C'est un peu un truc qui catégorise mon rapport à la série. Assez souvent, je lâche en route. Pareil, je rejoins le côté DA et narration environnementale qui en général est vraiment un point fort du jeu, le système effectivement de masque à gaz, etc. Mais ça me tombe vite des mains et là on m'a un petit peu, j'en dirai rien, je rassure tout de suite les spectateurs, spoilé le final en me disant qu'il y avait une tendance un peu nanardo céleste. J'ai donc un peu lâché l'affaire et j'ai effectivement vu en vidéo. Moi ça m'a un peu refroidi. Ça t'a pas donné envie de finir? Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. Y a aussi des histoires de factions où j'ai trouvé les ficelles très bateau, donc sur le côté justement post-apo, mais on en reparlera sûrement plus tard. Tout à fait. Ah oui, oh là là, habile, tu poses tes pions, c'est bien. De l'autre côté du plateau, est-ce que ce Metro Exodus vous fait envie? Avec les défauts qu'Ariane vient de mettre en évidence, pas plus que ça en fait. Savoir qu'on va jouer à un jeu en connaissant déjà les défauts. Non mais ça c'est la gageure, je veux dire, c'est parce que c'est ta deuxième fois en plateau, mais je veux dire, quand quelqu'un donne les défauts de quelque chose, ça veut pas forcément dire que ça va pas te plaire. Oui, effectivement. Non mais ça pourrait être intéressant. On voit sur le chat qu'il y a beaucoup de gens qui saluent l'animation des zombies, notamment Shueisha64 qui est assez... C'est pas des zombies. C'est pas des zombies, c'est des mutants. Ce sont des mutants, très bien, merci pour la remarque. Pseudolès qui nous dit la seule fois où Artyom fraude, c'est le jour où il y a les contrôleurs, pas de bol. C'est un peu le twist du jeu. Oui, Mehdi. Rien à voir avec le post-apo, mais si vous voulez jouer à un jeu dans un univers où il y a le monde du métro et qui est sympa, je vous conseille de Darkness, le premier, qui est très très chouette. Voilà, c'est pour histoire. J'ai un peu bâché la Exodus, je donne un jeu en mode conseil. Voilà, c'est cadeau. Il est un peu daté graphiquement, mais il est très très chouette globalement. Très bien. Du comics, très bien. C'est tout pour Metro Exodus, à moins Charlie que tu veuilles rajouter quelque chose. Non, moi j'avoue que je pourrais me laisser tenter si j'étais joueur. C'est une réponse de Normand absolument géniale. Tu peux la décliner à toutes les sauces celle-là. Mais effectivement, les défauts ont l'air quand même assez importants, donc c'est dommage. Bon bah écoute, en tout cas tu as donné ton avis, chacun a donné son avis et moi j'ai hâte d'y jouer perso, parce que c'est un peu le premier épisode, j'ai jamais joué à Metro, je sais pas si c'est un bon épisode pour commencer. Tu peux commencer sans avoir fait les précédents. Ok, très bien, bon voilà, je me laisserai tenter un peu de curiosité avant le mois de mars qui s'annonce assez mouvementé, notamment du côté de l'industrie japonaise. On se retrouve après Andrew WK Ready to Die, qui avait été brillamment interprété par Andrew WK lui-même d'ailleurs à l'E3 lors de la présentation de Rage 2, et après on partira en terre post-apocalyptique. A tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles de pixels, toujours avec Mehdi. Oui. Toujours avec Ariane. Oui. Toujours avec Charlie. Oui. Toujours avec Chloé. Yes. Et tout. Eh oui, très bien. T'as vu ? Donc j'espère que ça vous a plu cette petite pause musicale. Moi, Andrew WK, j'adore. Voilà. Donc ça sera peut-être un élément sur lequel on reviendra pendant le débat, n'est-ce pas ? Rage 2. Comment est-ce qu'il va peut-être faire changer l'esthétique du post-apo ? Le post-apo, parlons-en tout de suite. C'est l'heure du débat. $50 que j'ai raison. Je tiens le pari. On se sent visé. Je monte à $100. Alors Charlie, t'es un grand amateur de post-apo. Oui, au cinéma notamment. Au cinéma notamment, surtout. Bah oui, tu es un grand cinéphile. Parle-nous un petit peu de ce genre qui a l'air de connaître un petit regain en ce moment. Alors, c'est un genre qui prend racine dans les différentes conceptions de l'apocalypse qu'on peut retrouver dès l'Antiquité. Dans les premiers écrits qu'on a, qu'ils soient religieux ou mythologiques. On a notamment l'épopée de Gilgamesh,
qui est un des premiers écrits, un des écrits les plus anciens de l'humanité qu'on a, entre 2000 et 1500 avant Jésus-Christ, qui en fait a directement inspiré le déluge qu'on retrouve dans la Bible, donc destruction du monde par l'eau, avant justement l'apocalypse en tant que tel qui est censé arriver, qui serait une destruction du monde par le feu. Et donc on voit que dans la culture chrétienne, c'est une peur qui est constante, en même temps qu'un espoir, parce que plus que la fin du monde, c'est censé être l'arrivée du nouveau monde et le règne de Jésus. Voilà. Donc on a pendant des siècles effectivement le spectre de l'apocalypse qui rôde. À travers les siècles, et notamment par exemple à la fin du premier millénaire, étant donné que c'est censé être le moment après 1000 ans de règne de Jésus où arrive l'apocalypse. Et donc à partir du 19e siècle, on retrouve le post-apo en tant que tel, tel qu'on le connaît à travers des œuvres comme Le Dernier Homme de Mary Shelley, ou encore on a La Guerre des mondes, ou d'autres œuvres. Je suis une légende par exemple. Qui arrive plus tard. Ouais. Et justement, c'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'il va vraiment y avoir le post-apo tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui va prendre l'essor avec justement la possibilité technologique de destruction du monde par l'homme avec le nucléaire. À partir des années 60, on va avoir de plus en plus de films au cinéma, notamment après le Docteur Folamour, qui va vraiment faire office de délivreur cathartique qui va vraiment libérer Hollywood sur le sujet. Très bien. Donc, ce que tu nous dis, c'est que quand même l'essor de ce genre vient d'abord du fantastique. Quelque part, Mary Shelley, on peut apparenter ça au fantastique. Religion, puis fantastique, puis finalement science-fiction, avec le rapport justement de la technique mise au service de la mort, et donc peut-être le progrès va peut-être causer notre extinction, et c'est de là peut-être que viendrait un premier élan du post-apo. Toi, Mehdi, c'est quoi la vision que tu as du post-apo, de l'évolution de ce genre à travers le temps? Déjà, est-ce que tu en es friand? Oui, très clairement. La toute petite précision, c'est moi j'identifierais plutôt à partir du 18e, déjà avant le 19e, l'apparition. Et puis c'est ce que tu as commencé à dire sur le glissement entre ce qu'on appelle différence entre les mondes socio-utopiques et les techno-utopies. Donc ça a été effectivement le glissement entre la réflexion avec converger vers un idéal social et ensuite on va dire l'hégémonie des technocraties. Donc le fait que c'est le changement arrive par entre guillemets le progrès, pour faire très très court, qui a marqué pour moi le glissement et l'arrivée concrète du post-apo, des romans d'anticipation et des films aussi, et ainsi de suite. Mais du coup, est-ce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de racines différentes, que ça évolue avec le temps? À quel point est-ce qu'on peut dire que c'est un genre? Parce que ça repose quand même sur une certaine vision de l'apocalypse, tu l'as dit, mais est-ce qu'il y a des codes esthétiques? Est-ce qu'il y a des thématiques récurrentes? À quel point est-ce qu'on peut dire que c'est un genre en fait? Je pense qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose de très intéressant qui est le fait que justement le post-apo comme on le connaît aujourd'hui est vraiment un héritier du post-apocalyptique nucléaire. Et donc on a beaucoup de codes esthétiques qui sont repris dans tous les films de post-apo, qui, même si ce sont des apocalypses différentes. Notamment, je regardais The Road l'autre jour, qui est donc un film qui est plutôt conséquence d'une apocalypse environnementale, on va dire, avec le soleil qui disparaît plus ou moins. Et donc on retrouve des cadavres de voitures un peu partout, comme si le monde avait été figé par une explosion atomique. Et c'est à ce moment-là qu'on voit qu'on a vraiment dans l'imaginaire des codes esthétiques très forts et très marqués qui sont hérités d'une histoire et qui ne sont pas forcément dus à l'histoire en tant que telle ou au film particulier qu'on est en train de regarder. Oui, Mehdi, pardon. Oui, pour aussi répondre à ta question, je pense qu'il y en a deux majeurs. Un que Charlie a déjà cité, donc ça va être les écrits. Alors majoritairement, encore comme souvent dans la pop culture, occidentaux, donc qui vont provenir de l'interprétation soit stricto sensu religieuse de textes, donc du côté judéo-chrétien, donc effectivement les écrits de Saint Jean, et visuels que moi je repère
particulièrement dans l'art flamand, parce que pour opérer aussi en pop culture, on a des trucs, on n'aurait pas un Berserk par exemple si on n'avait pas eu de l'art flamand qui serait passé par là. Et de la même manière, la post-apo, c'est des réinterprétations et des canevas plus ou moins après modernisés, comme tu dis, avec des cimetières de bagnoles sur la route, et en jeu vidéo aussi par extension. Ariane ? Ouais, en jeu vidéo également, même si bon là, alors en 2019, on a un peu des sorties qui tentent de renouveler le truc. À la base, on a aussi des codes esthétiques dans les jeux. Si tu regardes tout ce qui est métro, Fallout, etc. T'as des esthétiques toujours assez sombres, assez. On parle de carcasses de voitures, t'as des carcasses de voitures. Donc, je pense que là, on a des points communs assez importants entre le jeu et le cinéma. Est-ce que justement, peut-être dans le portrait que tu dresses du jeu vidéo, est-ce que c'est pas un imaginaire plus restreint que dans les autres formes d'art ? Pas nécessairement, je vois que Mehdi secoue un peu la tête à côté. Non, pas nécessairement. T'as un imaginaire qui est assez large dans les jeux vidéo aussi. Si tu regardes, par exemple, ne serait-ce que les formes d'apocalypse différentes que mentionnait Charlie, ça se retrouve dans le jeu vidéo aussi. Pour moi, le jeu vidéo signifie pas nécessairement que c'est plus restreint. Et pour moi, un des autres codes qu'on n'a pas mentionné, en plus des différentes formes de l'apocalypse, c'est la survie, en fait, qui en dépend des protagonistes des histoires. Parce que, je sais pas, il pourrait y avoir la fin du monde demain, et si j'étais la seule personne sur cette planète, c'est pas dit que je me battrais pour survivre, parce que je sais pas dans quel environnement je survivrais. Mais dans toutes les histoires post-apo, en général, on a soit une personne, soit plusieurs personnes qui essaient de trouver une façon de surmonter ça, qui essaient de trouver une façon de survivre, de trouver une solution. Donc pour moi, la survie, ça reste une composante très importante. Ariane ? Ouais, ce qui est intéressant dans le jeu vidéo, c'est justement que c'est toi l'acteur de la survie, en fait. C'est ça. Et donc c'est là justement que tu as toute la mécanique qui se met en place. Comment est-ce que tu gères finalement le sentiment d'apocalypse ? Est-ce que la création de monde suffit, ou est-ce qu'il faut justement que les mécaniques suivent pour créer une gestion de ressources sur le plan de la survie ? Mehdi, comment est-ce que tu penses que le jeu vidéo s'est approprié les codes du post-apo ? Pour rester sur des productions relativement récentes, et on a déjà un peu lâché le mot sans le nommer, c'est vraiment la figure de la ruine en fait qui marche énormément en termes de level design en termes de jeux vidéo. C'est avoir des traces, c'est-à-dire c'est un fantasme croisé de se dire à la fois ce qui a déjà été là et potentiellement, on parlait de survie, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, construire ou reconstruire à terme. Après, le deuxième élément qui vraiment en termes de mécanique de jeu et donc en game design, ça va être qu'est-ce qu'on induit en termes de boucle de gameplay, donc de répétition pour le joueur. Qu'est-ce qu'il va faire ? Effectivement, comme disait Chloé, est-ce qu'il va falloir survivre, donc plutôt bastonner, améliorer son art de défense, ou créer justement une délimitation pour ne pas mourir de faim ou avoir un toit au-dessus de sa tête. Voilà, c'est ça, je pense, ça peut être aussi un mix des deux parfois. On peut avoir quelques rares expériences où ça va être ni l'un ni l'autre et simplement contempler qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là et se demander qu'est-ce qui s'est passé tout simplement. Charlie ? Oui, ce que je trouve intéressant dans l'idée justement de la survie qui est hyper importante pour le gameplay en général, c'est comment est-ce que justement ce thème de la survie entraîne beaucoup de conséquences au cinéma par exemple ou dans la littérature sur qu'est-ce qu'on va traiter en fait avec le post-apo et qui va être les différentes réponses à ce problème de la survie, avec notamment on va avoir les personnages qui vont abandonner parce que ça va pas avoir de sens de survivre pour survivre. On va avoir les personnages qui vont plutôt faire de la survie une valeur en soi, donc qui vont les bandes armées, les cannibales. Survivre c'est la seule fin. Et puis il va y avoir de l'autre côté plutôt les idéalistes qui vont vouloir donner du sens à cette survie. On survit pas juste pour survivre, on essaye de se faire entre guillemets les ambassadeurs de l'humanité, de ce qu'il y avait de bon dans le monde détruit, pour justement donner du sens peut-être à une perspective future à la construction. Ça c'est effectivement un autre élément qu'on n'a pas posé, c'est en parlant, si on nomme la question de dystopie qui revient très souvent quand on va parler de post-apo, ça va être de se dire est-ce qu'on part d'un monde, en termes d'imaginaire et de créatif totalement entre guillemets
guillemets neuf, ou est-ce qu'on part sur des bases effectivement plutôt identifiées? On parlait de Metro Exodus tout à l'heure. Il y a clairement des pays, des nations qui sont identifiées. On est sur un truc à la croisée entre une dystopie et une uchronie, où effectivement on se dit tiens, si on bifurquait, qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que c'est que cette dimension post-apocalyptique. Et après il y a aussi des jeux où on part, il y a toujours une inspiration qui est pas lointaine de l'histoire en règle générale, et l'histoire de l'art, etc., d'un imaginaire neuf. Voilà, moi il y a un exemple que je trouve très intéressant et qui articule tous les codes que j'ai donnés tout à l'heure, ça va peut-être surprendre pour ta post-apo, c'est Shadow of the Colossus. Oui. Parce que Shadow of the Colossus, on arrive effectivement sur une terre neutre où on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On a une aventure, certes un peu classique sur la proposition narrative, un peu roman d'aventure, conte de fées entre guillemets, sauver une demoiselle en détresse, etc. Et on a à la fois donc ce contexte-là qui est posé, on a des mécaniques de jeu, donc cette fameuse boucle dont je parlais qui consiste à trouver les colosses et les tuer, et en même temps je parlais de level design, c'est-à-dire que les éléments du décor eux-mêmes sont complètement organiques, c'est-à-dire c'est les colosses eux-mêmes qui racontent l'histoire par les narrations environnementales tout à l'heure, et qui sont donc clairement un code identifié qui fonctionnent et soutiennent cette post-apo, on va dire, inhérente au jeu. Ouais. Mais justement, enfin, tu fais bien de le mentionner, parce que c'est une question qui s'est posée au moment de préparer cette émission, c'est est-ce qu'on parle du château d'Anciel par exemple, ouais. Est-ce que c'est du post-apo ou est-ce que c'est juste la découverte d'un univers autre et qu'on y connaît, etc. Mais Fumito Ueda, on retrouve ça un petit peu, c'est le côté design par la soustraction, et justement le post-apo c'est une merveille là-dessus, parce qu'on peut vraiment soustraire tout ce qui est inutile et ne garder que ce qui fait sens en termes d'affordance par exemple. De toute façon, c'est lié. Je parlais tout à l'heure d'évolution des socio-utopies aux techno-utopies. La plupart des gens qui ont théorisé là-dessus expliquent que finalement, la techno-utopie, ça a été, Jules Verne a imaginé des mondes imaginaires, ils se sont actualisés concrètement dans nos vies de tous les jours. Donc, de toute façon, cette idée une terre neuve, le fantasme comme ça de la table rase et d'aller ailleurs ou de créer quelque chose, ça, c'est lié, ça peut faire partie de ces univers-là aussi. Charlie ? Oui, je pense que ça fait référence à la citation dont tu m'avais parlé tout à l'heure. Oui, attends, je l'ai sous la main là. Emmanuel Levinas, tout est perdu, donc tout est possible. Voilà, donc il y a cette idée de justement, finalement, est-ce que la cause de l'apocalypse ou le lieu où l'on est a encore de l'importance? Et donc, je pense que là, on a deux directions possibles, qui est d'un côté, juste, on se sert du contexte et des codes du post-apo pour s'amuser, ou dans le jeu vidéo. Ou explorer d'ailleurs, ça peut être un laboratoire social d'une certaine manière à partir du moment où on détruit la société, et de l'autre côté justement où on va savoir où on est, on va comprendre pourquoi on en est arrivé là, et où on peut plus identifier peut-être un message écologiste ou anti-progrès technologique, ou enfin voilà. Walking Dead est génial par rapport à ça, moi je trouve, parce que c'est vraiment des croisements où ça part sur des bases communes de la société américaine ou ailleurs, et où chacun va se dire est-ce que je réécris l'histoire comme ça. On a plein de factions, on a chaque arc, sans en dire plus, qui va donner une vision de qu'est-ce que peut être cette nouvelle société au milieu des walkers. Voilà. Et puis c'est aussi une réaction vraiment à la société d'aujourd'hui, avec toutes les menaces qu'on peut avoir, que ce soit le contexte, donc on l'a dit, scientifique, le nucléaire, mais aussi tout ce qui traite de la médecine. Surtout quand on voit à quel point les scientifiques peuvent développer des maladies qu'ils gardent dans des laboratoires. Une des causes en général des fictions post-apocalyptiques, c'est la libération de ce virus qui touche tout le monde, la création éventuelle de zombies. Resident Evil est-il un post-apo? Oulala. Oh là là. C'est en train d'arriver. Ouais. Plus maintenant. C'est en train d'arriver, c'est pas vraiment du post-apo parce que t'es dans le déroulement encore. Non, j'allais dire plus maintenant, une blague pourrie, parce qu'en fait à Taïwan il y a un graphiste qui a repris le logo de Umbrella, mais pour de vrai. Pardon. Aucun problème. Non, donc moi je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience générationnelle du fait qu'on sait pas trop où sera notre planète dans un certain nombre d'années, qu'on a envie de se dire à quoi bon est-ce que j'aille à l'école ou que je travaille, si de toute façon le monde il va finir dans 50 ans. On est presque en train de se préparer psychologiquement en fait à travers toutes ces œuvres à ce qui pourrait arriver. C'est pas dit que ça va être un petit manuel de comment survivre en terrain apocalyptique, mais on sent vraiment que cette composante est super présente dans notre génération, que c'est un peu cette épée de Damoclès qu'on a au-dessus de notre tête, qu'on en a peur mais que ça nous fascine au même point.
Ariane ? Ouais, je rebondis sur la prise de conscience générationnelle. Je pense qu'il faut aussi rappeler que ça marche super bien chez les jeunes, le post-apo, notamment, je pense à tout ce qui est littérature jeunesse, parce que là, on parle beaucoup de jeux et de films, mais... le labyrinthe, Hunger le Games, labyrinthe Divergente, et je remonte un peu plus loin, je remonte à quand moi j'avais 15 ans, c'est pas si loin. Tout ce qui était la série Gone, etc., c'est du post-apo. Hein. Charlie ? Ouais, je pense que ce qui peut être intéressant justement sur cette idée de prise de conscience générationnelle, du coup, c'est aussi de voir comment au fur et à mesure des années, on n'a pas les mêmes causes d'apocalypse, du coup, parce qu'avec les différentes générations, on peut avoir d'abord des apocalypses qui sont donc nucléaires, ensuite plus écologiques dans les années 80. On a des apocalypses très violentes aussi à partir de Mad Max. On a vraiment une évolution, et aujourd'hui, on serait plus dans la main de l'homme, et surtout même du coup les machines avec Matrix, l'intelligence artificielle. Voilà. On a eu les années SIDA aussi en 90 avec la question de la contamination, les Bien zombies, donc oui, forcément le biologique aussi, effectivement. Voilà, The Thing, par exemple. Voilà. Le film sur le sida, c'est The Thing, par excellence. Charlie, pardon, je t'ai interrompu. Non, mais c'était pour revenir. Okay. Oui, effectivement, on n'a pas traité du biologique qui, effectivement, est très présent à partir des années. Ce qui est intéressant, effectivement, ce que tu dis, c'est que c'est un genre qui est protéiforme, en fait. C'est-à-dire que le visage qu'on donne à l'apocalypse, en tout cas la cause, est pas forcément la même. Et je me pose la question de savoir, c'est en fonction... La cause n'a pas forcément le même impact sur le public, et qu'est-ce qu'on cherche à exciter chez le public? Est-ce que c'est, t'as dit, c'est des racines religieuses, c'est-à-dire c'est mon Dieu, le jugement dernier, soyez sages, sinon voilà ce qui va se passer. Est-ce que c'est un conditionnement? Est-ce que c'est du fantasme tout simplement? Est-ce que c'est du divertissement? Est-ce que c'est gratuit? Je pense que c'est quand même plus gratuit qu'autre chose. C'est quand même le message, par exemple, écologique n'est pas non plus toujours la chose la plus importante à retenir des films post-apo. Mais il y a quand même cette dimension-là la plupart du temps. Après, effectivement... le côté, je pense que c'est surtout cathartique, quoi. On s'amuse à te faire peur, et sans que tu prennes de risques. On te montre ce qui pourrait arriver, et au plus c'est crédible. Et c'est pour ça que ça revient à chaque fois, en fonction des époques, on a une autre cause de la mort, de la fin du monde. À chaque fois, on va chercher la fin qui nous paraît la plus crédible en fonction de nos peurs actuelles. Et le but, c'est d'abord ça, c'est de faire peur. Alors, le rapport à la peur justement fait beaucoup discuter dans le chat, et je pense que ça pourra faire l'occasion d'un lancement pour la deuxième partie du débat, donc on va se laisser là-dessus pour le moment. On va s'écouter du coup Gorillaz, On Melancholy Hill, et on se retrouve juste après. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de BD Pixel, toujours avec Chloé qui danse. Oui. Ça y est, tu prends la confiance, c'est bon. Exactement. C'est important, il faut toujours quelqu'un qui danse en retour plateau, c'est très 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 important. Les amis, beaucoup de remarques sur ce qui s'est dit en fin de première moitié de débat, donc je propose qu'on embraye directement avec Mafouba qui nous dit que la fiction fait s'enfermer les gens dans la peur plutôt que l'action. Il se permet d'ajouter gros fantasme, grosse bite survivaliste générationnelle. Bon, le mot survivalisme est lâché, je pense qu'on peut enfin aborder cette vaste question. C'est au final, quels imaginaires est-ce qu'on excite quand on fait du post-apo? Est-ce qu'on essaye de créer des utopies en montrant qu'un autre monde est possible, ou est-ce qu'on s'accroche au monde actuel par des biais, par la violence, en imaginant plutôt la guerre de chacun contre chacun, et au final, quelle définition de l'humanité est-ce qu'on fait prévaloir? Je pense que c'est une question intéressante, parce que on voit qu'il y a un glissement vers le survivalisme dans la manière dont c'est traité le post-apo, alors qu'au départ ça pouvait être plus une réflexion sur la société humaine, ou sur la place de l'homme relativement avec justement la fin du monde, et donc la fin des êtres humains. Et je pense que le cas de Je suis une légende est très intéressant pour illustrer ça, parce que le roman et les adaptations au cinéma sont totalement différentes dans la fin de la conclusion de ces histoires. C'est-à-dire que dans le roman, on a une comment dire, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de manière d'échapper à cette fin du monde et aux mutants, et du coup le roman a comme message justement un relativisme, c'est-à-dire il faut remettre l'homme à sa place, c'est une espèce comme les autres, et comme beaucoup d'autres il va s'éteindre parce qu'il est plus adapté, et c'est les mutants qui vont le remplacer. Alors que dans le film il y a cette possibilité de trouver un remède, et donc Will Smith sera le héros
il sera une légende parce qu'il va sauver l'humanité. Et au fusil à pompe et à la grenade. On est dans une analyse, dans un message qui est beaucoup plus individualisé, avec un personnage héros qui va lutter, qui va survivre, et plus du tout sur un discours à l'échelle de l'humanité ou du monde, entre guillemets. Un discours moins humble. Mehdi. Oui. Pour répondre à la question, je pense qu'il y a un peu des deux. L'ADN de base, c'est évidemment partir sur des craintes, on le dit depuis tout à l'heure, et travailler dessus. Après, je pense qu'il y a un autre truc qui est, on va dire, ce que j'appellerais l'effet Sharknado. C'est-à-dire, on a vu que ça marchait en mode nanar, il y a un truc à exploiter, tiens, on va injecter des trucs de tendance du moment, de survivalisme, de platisme, je dis n'importe quoi, c'était pour placer platisme, j'avais pas de gage, mais et ce que je veux dire par là plus sérieusement, c'est par exemple, on va prendre, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple concret, on va prendre les codes du moment, et puis on va intégrer ça dans des angoisses existantes, on secoue bien, et puis ça va donner effectivement une formule plus vendeuse. The Last of Us. Oui. Bah, c'est un gros carton, The Last of Us. Oui, c'est un carton, mais c'est-à-dire que je le verrais pas forcément du côté comme ça, exploiter des trucs qui sont dans le vent du moment. Ouais. Chloé, pardon, je pensais que tu me faisais signe, pardon. Non, mais effectivement, c'est une vraie question. Enfin, je mettais The Last of Us sur la table parce que pour moi, c'est un jeu qui essaye vraiment de parler à un maximum de gens, en exploitant je vois que PJ qui fait des pouces en bas depuis la régie. Non, mais c'est que c'est un jeu qui essaye de parler à un maximum de gens avec des codes qui marchent, qui sont les codes du TPS, et qui les mettent dans un contexte post-apocalyptique où justement, par définition, n'importe qui peut être un ennemi dès lors que tu le désignes comme tel, et dès lors que tu as des armes, dès lors que tu as du loot, et dès lors que tu as des tas de choses comme ça. Et c'est un jeu qui a fait beaucoup de petits aussi derrière. Et est-ce que c'est pas justement symptomatique d'une vision un peu restrictive, un peu militarisée de la chose, vu que dans le jeu vidéo il y a quand même beaucoup de FPS, beaucoup de TPS. Ça revient de manière cyclique, ça. Oui. Pour te répondre en un mot, oui, très clairement. Après, ça dépend comment ça s'appauvrit ou pas. Il y a des choses intéressantes dans Last of Us, d'autres beaucoup moins, dont le côté très sociopathique du héros, mais je m'étendrai pas plus que ça. On va pas spoiler la fin. Non, voilà. Mais voilà. Non, puis pour moi, il y a une composante, je m'écarte un petit peu de ce dont on parlait, mais j'ai envie de revenir sur ce que disait Charlie sur le côté. Donc, on parlait de l'humanité tout entière à une position beaucoup plus humble par rapport à l'humilité. Post-apo, c'est aussi un synonyme de retour en arrière. Donc on perd énormément de technologie et on revient souvent à utiliser les moyens du bord. Donc comme le disait Einstein, la Troisième Guerre mondiale, on la fera avec des fusils, des chars, mais la quatrième, on va la faire à coups de cailloux de pierre. Avec des bâtons, ouais. Voilà, avec des bâtons. Donc il y a aussi ce côté, si on perd tout le confort dans lequel on a été habitué à vivre, comment est-ce qu'on va réussir à se débrouiller ? Et c'est quelque chose qui pourrait arriver du jour au lendemain. Si on a une panne d'électricité dans le monde, on se retrouve tous à dire adieu à notre chauffage, à notre télé, et on va se retrouver avec une façon de vivre un peu plus précaire. Le fameux retour au Moyen-Âge. Mais oui, voilà, mais ce retour au Moyen-Âge, de nouveau, qui fait peur, mais qui fascine. Il y a un autre élément aussi, c'est la proximité, c'est là encore une fois une formule, l'effet Black Mirror, c'est-à-dire les gens qui sont encore à se sidérer, à dire « Ah mais c'est incroyable, un jour ça va arriver ». La plupart des gens vont réagir en disant mais on y est déjà. C'est-à-dire la plupart des épisodes, ce sont des éléments qui d'un point de vue scientifique sont avérés, ou des comportements sociaux sur les réseaux sociaux du net ou ailleurs. L'épisode d'Instagram par exemple, voilà, on est complètement dedans quoi. Il manque simplement les notes. Non, j'allais dire on est presque dedans. Non, en Chine on est dedans. On est dedans en Chine. J'allais le dire justement, c'est qu'en Chine, c'est littéralement ça quoi. Et ça permet de revenir à ce que disait Mafouba, c'est que au final la fiction nous paralyse plus qu'elle nous invite à agir. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la façon dont on s'adresse aux gens avec cette fiction-là ? C'est pas la fiction qui nous paralyse, c'est plus, encore une fois, je reviens à la définition tout à l'heure du côté technocratique, c'est-à-dire que c'est le fait de ne pas distinguer l'idéal, la dimension sociale, je vais la faire très bas du front, le vivre ensemble, de penser des trucs, des projets ensemble, pour ensuite se dire comment on les accomplit d'un point de vue technique. Et aujourd'hui, il y a vraiment un côté, c'est l'instant chiant, il y a un côté vraiment hégémonique de la science et de la technologie, du genre c'est bon, on peut faire, on a les moyens, on peut faire. Et le problème, c'est que s'il y a un appauvrissement, pour répondre à ta question sur Last of Us tout à l'heure, des récits post-apo en jeux vidéo et ailleurs, c'est parce que justement les auteurs peut-être de fiction ont moins la capacité de se dire mais comment on en est arrivé là, ou ils le mettent moins en scène intelligemment dans un film, ou moins bien écrit dans un bouquin.
Moi je voudrais du coup faire revenir aussi donc à ce que tu disais sur le survivalisme. Ce que je pense qui est intéressant sur l'appauvrissement aussi, c'est que en mettant en avant justement des personnages qui, comme des héros qui arrivent à survivre mieux que les autres, entre guillemets, on oublie aussi qu'on n'est pas totalement dans du survivalisme dans le sens où ils sont totalement dépendants des ruines du monde précédent. À partir du moment où il n'y a plus de nature, il n'y a plus de possibilité de chasser, de cueillir, de quoi que ce soit, il n'y a plus d'indépendance. Ils sont dépendants de retrouver des boîtes de conserve pour se nourrir. Donc il y a un côté très court-termiste. Il n'y a pas de possibilité de s'installer dans la survivance entre guillemets. Ariane ? Je suis pas d'accord avec toi, dans le jeu vidéo c'est pas vrai. Je pense au jeu auquel j'ai joué cette semaine déjà, parce que voilà, cette semaine j'étais pas seulement sur Metro Exodus, j'étais également sur le nouveau Far Cry, et dans les deux en fait ça va pas dans ce sens là, c'est-à-dire que Far Cry par exemple, le pitch c'est justement le retour à la nature, donc t'as du vert et des fleurs partout, et Metro Exodus tout le pitch c'est d'aller t'installer quelque part. Et dans le cinéma c'est pareil aussi. Je pense The Walking Dead, quand ils font leur forteresse dans laquelle ils veulent replanter à plein de films post-apo. Il y a eu Bird Box en décembre. Le pitch c'est d'aller s'installer quelque part. Mad Max aussi. Mad Max, les gens qui s'installent versus les gens qui roulent. Mais non, Ariane, je te laisse finir, pardon. Non, j'avais quasiment fini. Non, mais justement, je te laisse finir. L'idée c'est ça, c'est que moi je pense qu'au contraire il y a énormément d'exemples dans le post-apo, que ce soit les jeux ou le cinéma, où l'idée c'est justement d'aller reconstruire une communauté, et c'est même en fait l'endgame du récit, tu vois. Il y a des cas aussi un peu mixtes, pour rester sur le jeu vidéo, comme Horizon Zero Dawn, où on a une dimension ressenti comme anachronique, où on se retrouve à un retour aux choses simples telles que la cueillette, le tir à l'arc, et en même temps on a un truc de réalité augmentée qui nous permet en mode Google Glasses. On en vient au post-apo là. Voilà, et ce genre de récit là aussi, c'est un truc qu'on n'a pas encore évoqué, et il y a aussi cette merveille qui est devant moi, qui sont les fils de l'homme, à savoir un truc qu'on retrouve aussi dans la société sur plein de débats actuels, c'est les personnes qui vont être pour une certaine évolution, une certaine issue, et ceux qui vont être plutôt entre guillemets négationnistes, abolitionnistes, etc. En l'occurrence, les fils de l'homme, l'idée c'est, est-ce qu'on laisse se refrayer un chemin à la vie entre guillemets biologiquement, naturellement, ou est-ce qu'on essaie d'éradiquer et on reste avec le schéma dans lequel on est habitué. Je restreins énormément le film, il est beaucoup plus riche que ça. Regardez-le. Ce sera peut-être ta reco. Complètement. Je ne sais pas. Non, mais effectivement, c'est une question qui peut se poser, c'est est-ce qu'il faut défendre le monde d'hier avec les outils qui nous restent, ou est-ce qu'il faut, avec les outils qu'on a à disposition, reconstruire autre chose? Et il y a aussi toute la composante comment est-ce qu'on veut le reconstruire, avec quelle philosophie. Côté, est-ce qu'on veut justement en faire un monde nouveau dans lequel on sera entre guillemets les élus parce qu'on a survécu, et donc on essaie de faire quelque chose de beau, de donner, de montrer le meilleur de ce qui peut résider dans l'humanité, ou est-ce que ça va être profiter du fait que c'est le chaos total pour justement savoir qu'on ne va pas durer très très longtemps, profiter de ce chaos et en générer d'autant plus. Là tu nous parles de Mad Max 3 en fait, typiquement avec les enfants qui représentent une forme d'innocence et peut-être un nouveau peuple qui va trouver sa terre promise pour reconstruire quelque chose. On avait beaucoup parlé hors antenne, Charlie, tu peux peut-être nous en dire plus, mais il y a toute cette tension là déjà dans Mad Max 2. Oui, alors j'avais pris note d'un dialogue que j'avais trouvé très fort pour résumer justement cette opposition entre les deux postures face à la perte de perspective justement avec l'apocalypse. Et donc je vous retrouve ça, donc c'est le chef entre guillemets dans Mad Max 2 du coup, le chef du camp retranché autour de la station-service, voilà, exactement, qui s'adresse à Max et qui lui dit tu es heureux ici, l'errance un jour qui efface l'autre, tu es un charognard Max, tu te nourris du cadavre de l'ancien monde, donc avec cette idée justement d'être dépendant des ruines qui nous ont précédés. À l'heure des voitures électriques, c'est assez intéressant. Voilà. Et ensuite, donc, il lui dit, tu crois être le seul à avoir souffert, on est tous passés par là, mais on s'est accroché, on est encore des êtres humains, on a gardé notre dignité. Et donc, ça pose cette question de pourquoi on survit et comment est-ce qu'on se projette justement pour construire peut-être quelque chose d'autre et quelque chose qui a du sens et qui a de la valeur. Et c'est là tout le drame dans les fils de l'homme, justement, c'est qu'on n'a plus de perspective, parce que
on n'a plus d'enfants. Et donc, on est voué à disparaître. Et de la même manière, dans Je suis une légende, ce qui est très fort dans le pitch de départ, c'est que c'est le dernier homme. Donc, il est seul et donc il peut rien reconstruire parce qu'il n'y a personne avec qui construire. Donc, c'est vraiment... on a deux directions différentes qu'on peut prendre à ce moment-là, justement, sur la reconstruction. Mehdi. C'est encore une autre précision qu'on n'a pas faite, mais je pense qu'on va arriver à chaque fois à presque faire un scénario en tant que tel. C'est qu'est-ce qui reste dans ce qu'on va choisir comme univers de post-apo, que ça soit en termes humains, de population, de volume de personnes, qu'est-ce qui reste en termes de technologie, qu'est-ce qui reste en termes de croyances. Et on voit d'ailleurs, il y a souvent ce côté très drôle d'un point de vue anthropologique, c'est comment avec les restes on peut retrouver des croyances qui nous, avec notre regard amusé de spectateur, nous paraissent complètement je dirais archaïques, c'est-à-dire des gens qui vont réériger en retrouvant un pneu, ça comme je sais pas, une déesse de la roue, je dis n'importe quoi, mais un peu voilà, Sa Majesté des mouches mais avec des pneus par exemple. Voilà. Non, je sais pas, je tente des choses. Parce que je pédalais dans la semoule, mais c'est toujours mieux que là où je m'engage. Mais justement, ce qui est intéressant dans le jeu vidéo, c'est que le joueur est acteur, et si on lui confie des outils pour construire quelque chose, là ça peut donner des choses intéressantes. On avait bien vu avec Breath of the Wild qui avait une approche très différente de l'open world, qui n'est pas simplement un univers à sillonner de point d'intérêt en point d'intérêt, mais qu'on peut vraiment interagir avec le monde. Enfin, Breath of the Wild, je vois sur le chat depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui le nomment comme un jeu post-apo. Ouais. On peut même mettre Wind Waker dedans à la rigueur. Oui, je suis complètement d'accord. Les gens ont tendance à oublier que Wind Waker est un Zelda post-apo. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas tout un terrain à explorer de ce côté-là dans le jeu vidéo, que ce soit par la génération procédurale ou même sur des jeux de construction tout simplement, qui pourraient servir d'alternative à des imaginaires anxiogènes et militarisés. Désolé, c'est un peu mon cheval de bataille aujourd'hui, désolé. Ouais, non, mais je sais pas parce que je parle beaucoup depuis tout à l'heure. Peut-être d'autres opinions là-dessus. Ariane, Chloé, niveau game design. Non, pas plus que ça. Toi, t'es pas très Nintendo, toi, j'ai l'impression. Ouais, c'est pour ça. J'ai pas la. Mais t'as pu jouer un petit peu à Breath of the Wild justement ou pas du tout Non, j'ai vu des amis y jouer. J'ai dû capturer un cheval une fois. Voilà, c'est plus ou moins limité à ça. Donc non, j'ai pas spécialement la connaissance. Que vous possédez sur le sujet pour vraiment pouvoir interagir. Mais justement, vu que tu joues beaucoup à des jeux de tir, est-ce que tu sens pas que on n'a pas un peu fait le tour de ce milieu-là Je pose une question très large, t'es pas obligé d'y répondre. C'est très très large effectivement, mais non, je pense pas vraiment, parce que la reconstruction pourrait être un type de gameplay qui serait très très intéressant, quelque chose de, j'ai envie de dire presque un Minecraft mais version post-apo en fait, où tu reprends avec tes petits blocs et tu essaies de reconstruire le monde. Dragon Quest Builders. Ouais, ça. Je ne sais pas. C'est intéressant l'histoire du jeu de tir parce que quelque part, si on pousse un petit peu, Portal a des éléments post-apo, et ce qui est très intéressant dans Portal, c'est que justement le flingue n'est pas létal, c'est pas un truc qui va venir dézinguer. On sort d'un code très habituel, et aussi de l'idée que très souvent le FPS va être un genre plutôt favorisé pour ce genre d'expérience là. On peut évidemment deviner pourquoi, parce que vu à la première personne, donc illusion qu'on est nous-mêmes partie prenante et qu'on agit, qu'on transforme. Mais pour répondre à ta question, ça dépend qu'est-ce que tu cultives comme illusion, parce que tu disais évidemment expérience de jeu, ça a ses limites d'un point de vue technique sur les artifices qu'on va programmer, etc. Et qu'est-ce qu'on veut faire ressentir aux joueurs. Moi j'aurais une question à partir du moment où je suis pas un gros joueur justement, c'est comment est-ce que dans le jeu vidéo on retranscrit au niveau du gameplay cet environnement, est-ce que c'est vraiment, on est dans le côté cathartique de on va s'amuser du fait qu'il y ait plus de règles et voilà, ou alors est-ce qu'il y a quand même cette comment dire, il va quand même y avoir un discours qui va venir derrière, moralisateur ou des interrogations sur la condition humaine dans un environnement apocalyptique. Comment est-ce que ça s'articule dans le jeu vidéo ? Ça dépend si les game designers veulent vraiment mettre une emphase sur le récit ou laisser le joueur dans le flou. Tu peux avoir des jeux où il va y avoir sur les ruines d'un univers post-apo et le laisser un maximum dans le flou, ne pas forcément justifier, au contraire essayer de ne pas avoir un côté moratoire sur est-ce que c'est bien. Et à titre personnel, c'est ce que je trouve autrement plus intéressant. On n'est pas dans le post-apo, mais dans l'exemple d'une dystopie, il y a un jeu qui s'appelle Spec Ops The Line qui parle beaucoup de la question, on parlait de militarisme tout à l'heure, qui questionne ça de manière
très, très intelligentes. On a par exemple des écrans de chargement où il y a un moment qui est un classique du code du jeu vidéo. Normalement, c'est des conseils pour le joueur de voilà, pour faire telle action, il faut faire ceci, cela. Et à mesure qu'on progresse dans le jeu, il y a un truc un peu tombé dans la folie comme dans un Apocalypse Now où on a des codes, mais ça ira, tuer des gens, c'est pas grave, ça reste virtuel, hein, ça n'a pas d'incidence. Enfin, avec un truc comme ça, un dialogue assez finaux, je trouve, avec le joueur, entre autres. Alors là, effectivement, on rentre plus dans la notion post-apo, mais métaphorique. Oui, méta. Méta, mais même méta tout court. Les amis, il est déjà 18h21, donc si vous aviez un dernier mot pour conclure ce grand débat sur le post-apo avant qu'on passe, j'ai pas envie de dire aux choses sérieuses, mais... On sait que pour toi, le quiz musical, c'est la chose la plus sérieuse. Très bien. Donc on referme ce grand débat. Il y avait un bon exemple sur le chat, avec Dark Cloud, qui est un jeu qui mixe un peu le côté alchimiste, où on crée des mondes comme ça... à la Minecraft, c'est un peu d'ailleurs un préfigurateur d'un Minecraft, donc ça peut être intéressant. Enfin, on voit qu'il y a plein d'imbrications possibles pour créer des expériences de game design. Et ben voilà, donc le chantier reste ouvert. Là, c'est une table rase, donc quoi qu'il arrive, tout est perdu, donc tout est possible. Merci Charlie, merci Lévinas. Merci tout le monde. Ouais, merci tout à fait. On l'embrasse très fort. De là où il est. S'il nous écoute. Les amis, c'est fini pour le débat, mais c'est parti du coup pour l'heure de vérité, le quiz musical. Quiz musical cette semaine qui est évidemment consacré au post-apo, qui s'appelle Les After Infect. Voilà, donc si vous l'avez, si vous l'avez pas, je ne peux plus rien pour vous. Donc il va y avoir du cinéma, il va y avoir évidemment du jeu vidéo, peut-être un petit peu d'animation, je ne sais pas. Donc j'ai essayé d'être un petit peu varié et d'être un petit peu clément aussi cette semaine. Donc pour rappel, non mais voilà, on s'adresse pas forcément à des grands habitués cette semaine. Donc voilà, mais donc nous avons, je rappelle pour le concept. Déjà on cache le chat avec les feuilles s'il vous plaît. Donc on a le concept avec donc l'équipe bleue d'un côté, Charlie et Chloé, l'équipe rouge de l'autre côté avec Ariane et Mehdi. C'était pas calculé, je tiens à pas calculé du tout avec moi non plus. Là, pas du tout. Vous êtes raccord, c'est assez fantastique effectivement. Donc 5 morceaux, un point par bonne réponse. Si vous n'avez pas la bonne réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Comme ça tout le monde ne se chevauche pas. Voilà, on écoute le morceau, on l'apprécie. D'ailleurs on va s'écouter le premier tout de suite. I don't want to set the world on fire. Mehdi, tu l'as. Je tente Bioshock, mais je suis pas Ce sûr. n'est pas Bioshock, mais c'est un jeu vidéo. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. C'est pas lui. J'ai donc déjà perdu. Un indice, c'est nucléaire. Voilà. Fallout, bien. Oui. Fallout, j'accepte parce qu'il est dans plusieurs jeux de la série Fallout. C'est Fallout 3 et 4 pour être précis. Le morceau c'est I Don't Want to Set the World on Fire du groupe Inkspots qui signait déjà le thème principal du premier. Voilà, bon, c'est un fonds de commerce de la série. Ils prennent tous leurs morceaux, ils les mettent sur les petits tourne-disques comme ça. C'est plutôt sympa. Sur les autoradios aussi, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, j'ai jamais joué à Fallout. Voilà, bon, ce sont des choses qui arrivent. Je suis un Nintendo, donc voilà, un jour peut-être Fallout sur Switch, ce serait sympa. Le 2 de préférence. 1-0 du coup pour l'équipe bleue. Deuxième morceau. C'est un film. C'est pour Charlie, ça. Charlie, là, sur le bout de la C'est un volet du post-apo qu'on n'a pas forcément abordé. C'est et si la planète n'était pas sauvable? C'est Wall-E. Ce n'est pas Wall-E. Bien tenté. Équipe rouge. Donc la Terre meurt, on va la laisser. Si l'humanité veut survivre, il faut partir dans l'espace. Oui. Oh là là. C'est une bande son aussi. de Hans Zimmer dans un film réalisé par Christopher Nolan. Interstellar. Voilà. Je commençais par le décompte avec mes doigts. Voilà, très bien. Bon, un partout, du coup, voilà, c'était Interstellar évidemment. Qu'est-ce qu'on est mauvais. Cornfield Chase. C'est pas là, il reste 3 morceaux. Vous pouvez, tout est encore possible. Cornfield Chase de Hans Zimmer sur la bande son d'Interstellar, film de Christopher Nolan sorti en 2014. Un partout, 3e morceau. Ah, Mehdi, tu l'as. Pardon, voilà, je suis honteux d'avoir mis autant de temps de Nier Automata. Nier Automata, bien joué. Nier Automata, City Ruins, composé par Keiichi Okabe. Nier Automata, jeu de Yoko Taro, Platinum Games, développement Platinum Games et édition Square Enix, tout à fait, sorti en 2017 sur PS4. Il est devant toi, Ariane, si tu peux le montrer à l'image, parce que c'est un jeu extraordinaire. Non, tu ne le trouves pas, c'est pas grave. 4e morceau. 4e morceau.
fini de jouer. Un indice, l'œuvre, c'est pas le même morceau, mais c'est une œuvre qui était dans le quiz de la semaine dernière. On va voir celles et ceux qui suivent. C'est un animé japonais qui fête ses 30 ans. Un numéro spécial de Rokirama a été consacré il y a pas très longtemps. C'est pas Ghost in the Shell. Ah non, Akira. C'est Akira, bien joué. Bien joué Charlie, c'est Akira. C'est bon, les indices, c'est pas donné là, les indices, ça va. Non, ça va. je gravite autour. Voilà, non, effectivement, Akira, bande-son lunaire composée par Geino Yamashiro Gumi, le morceau Mutation, qui correspond au moment où Tetsuo devient le Tetsuo. Voilà, ça hurle déjà depuis la régie. C'est très bien. Donc, oui, on t'a entendu, c'est pas grave. Donc, si je fais les comptes, on est à 3-1. Non, Non, deux. On a deux partout, mon Dieu. partout. Voilà. Donc ma réputation de Oh là pire là. léositrone du monde est toujours intacte, c'est parfait. Donc deux partout, tout est possible, c'est super serré. On est parti du coup pour le dernier morceau où tout va se jouer. Ah merde, Il l'a. Mad Max, lequel? C'est le 2. C'est pas le 2. Le 1. Ce n'est pas le 1. Le 3. C'est le 3. C'est le 3. Très bien. Alors, quand même. Donc, c'était le morceau trollesque, évidemment, le chaînon manquant. La culture pop approximative, bonsoir. Tout à fait. Bon, effectivement, non, mais là, franchement, je peux pas tolérer la série en général. C'est vraiment il faut le film là. Donc, Tina Turner, We Don't Need Another Hero sur la bande son de Mad Max, Au-delà du dôme du tonnerre, un film de George Miller qui date de 1985. Un film un peu mal aimé. En ce qui me concerne, je sais pas ce que vous en pensez autour du plateau. Mad Max 3. Bah, comme Babe, Oui, quoi, non. mal aimé. mais Comme Babe. Pas à raison. Très bonne analogie, j'aime bien. Il y a beaucoup de cochons aussi dans ce film. Effectivement. C'est donc sur un score de 3-2 que se termine ce quiz musical en faveur de l'équipe rouge. On peut applaudir. Les amis, c'est l'heure des recommandations. En avez-vous? Oui. On t'écoute, Charlie. Je commence donc. Alors moi, ma reco pour cette semaine, ce sera Vice. Oui. L'équipe bleue décidément Voilà. bien raccord cette semaine. Mais non, c'est un film que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. On est un peu dans la même veine que le précédent qui était The Big Short. The Big Short, dans le sens où il y a un côté très souvent assez expérimental ou en tout cas suggestif du montage. Il se passe beaucoup de choses. Donc je fais peut-être vite fait. C'est l'histoire de Dick Cheney, justement, qui a été donc vice-président de George W. Bush et qui a été un des personnages les plus importants dans l'évolution post 11 septembre au niveau sécuritaire. Et c'est tout bonnement fantastique parce que justement on parlait tout à l'heure des fins qui changeaient, des fins de films par rapport au roman. Et là il y a quelque chose de très fort, je trouve, c'est que on a 3 fins, voire 4, parce qu'il y en a une fausse au milieu du film qui est assez drôle. On a vraiment Pamela Rose style, trois très bien. conclusions à ce film, à chaque fois à un niveau différent, et c'est vraiment avec un Christian Bale qui est éblouissant. Pour moi, c'est le film à voir cette année. Très bien, Chloé, du coup, j'allais te je laisser me suis finir fait- la reco, Je mais me suis fait couper l'arbre sous le pied. Si je dis Apex, c'est drôle ou pas? c'est très très drôle. C'est très très drôle. Très bien, donc c'est anti-reco, j'aime bien. C'est Oui, comme anti-reco. l'anti-blague. T'as inventé l'anti-reco, c'est fantastique. Exactement. Ariane. Et ben moi je retourne dans le post-apo. Je vous rappelle que j'ai publié un article sur le post-apo il y a peut-être un mois et demi. Tout à fait. Et si vous voulez poursuivre la question, vous pouvez aller le lire. Très bien, tout à fait, sur la façon dont effectivement le joueur peut s'approprier l'imaginaire du post-apo et qu'est-ce qu'on en conserve, effectivement. Tu n'as pas vu un film récemment? Même, on sait qu'on peut même recommander les cafés ici. Hein. Bah, moi je me recommande moi donc. Surtout s'ils sont kawaii. Non, sinon, je vous recommande de lire le livre Métro 2033 à la base de la série des jeux, qui est un excellent bouquin. Très très bien. Et toi, Mehdi, du coup? Ça me permettra de faire reco croisé auto-promo parce que je parlais du côté prof game design, mais je fais aussi beaucoup de podcasts, Bien dont sûr. certains qui vont être de retour bientôt. Je game moi non plus au hasard et Death Podcast. Génial. On mettra les liens. Et non, là ça n'a rien à voir, mais c'est un teasing sur une émission qui va arriver, une nouvelle émission qui va arriver. Je vous recommande un spectacle de stand-up comédie qui est sur Netflix, qui est d'un certain Gabriel Iglesias. Son surnom c'est Fluffy. Et ce mec-là est d'une drôlerie atomique, et il a un truc que j'aime plutôt bien dans les gars de stand-up, c'est que ça repose pas majoritairement sur de la vanne pour de la vanne, et il y a des messages très, on va dire,
pas bisounours, mais on va dire, on parlait de post-apo, on va quand même finir sur un truc espoir dans le genre humain, de se dire apprenons quand même à nous écouter les uns les autres entre deux vannes et entre deux réflexions. Donc, c'est un truc que j'aime bien dans les spectacles de stand-up, de ressortir en cogitant un petit peu. Donc Gabriel Iglesias, son surnom c'est Fluffy, il a 2 spectacles en ligne, voilà. Et il a aussi réalisé Les Fils de l'Homme, très bon film aussi, du coup. Bien sûr. Très bien. Du coup, moi pour mes recommandations, j'en ai beaucoup trop autour de ce plateau, donc vous regarderez le replay. Non, je vais me permettre de recommander 2 choses. D'une part, Dragon Quest Builders, vraiment c'est une réécriture du mythe de Prométhée en jeu vidéo avec un skin Minecraft absolument génial. Wow. Voilà, en gros c'est tout simplement, que se passerait-il si le méchant de Dragon Quest 1 gagnait et retirait aux hommes la capacité de créer des choses et de construire des choses, et toi tel Prométhée tu arrives sur Terre et tu vas redonner à l'humanité justement le pouvoir de construire, et donc c'est la meilleure façon possible de créer un enjeu dramatique autour du système mis en place par Minecraft, le tout en rajoutant les mécaniques de RPG de Dragon Quest. C'est dire si j'attends le 2e qui arrive sur Switch au mois de juillet, si j'ai pas de bêtises. Ma deuxième recommandation très rapidement, c'est Mother 3. Mother 3, alors malheureusement il n'y a pas Très japonais. beaucoup, très japonais, tu me connais, très japonais, t'as Shin Megami Tensei juste là, tu vois, il est là, voilà, hop. C'était pas ça ta reco Voilà, à la base d'ailleurs. C'était ça ma reco à la base, mais vu qu'on n'a pas parlé de Dragon Quest Builders à la base, du coup je le case ici. Et également donc Mother 3, je disais, hélas il n'y a pas beaucoup de façons d'y jouer légalement. Mais c'est un jeu absolument fantastique sur qu'est-ce qu'on est prêt à construire ou à reconstruire, au nom de quoi. Je n'en dis pas plus, allez-y, c'est fantastique, c'est peut-être les feels les plus violents que vous aurez dans un jeu vidéo, avec les graphismes à graphismes comparables. Voilà, c'est un jeu Game Boy Advance absolument bouleversant, allez-y. Il est traduit en français d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Ouais, par des fans, ouais. Par des fans, il n'y en a pas d'officiel, mais... Il n'y en a pas d'officiel, voilà, donc, mais de toute façon, voilà, donc il n'y a pas d'alternative légale, donc faisons comme ça. Charlie, tu voulais dire un truc? Vu qu'il s'agit de conclure sur un peu d'amour, je voulais juste faire un bisou à Lisa avec qui j'ai fêté mes 3 ans hier. Voilà. Oh, c'est bizarre. Très bien, très bien. Super, sur le chat, tu vois que les recos pleuvent. Et Charlie a déjà des fans. Et Charlie a déjà des fans, effectivement. Je suis un peu jalouse. Si on peut distribuer de l'amour, bisous à Pseudoless, à Punky et à Monique du Terre-Terre. Voilà. Tout à fait, bisous à tout le monde. Souvent. Bisous à Mafuba qui nous recommande Trigun, et bisous à La Débauche qui nous recommande. Ah oui, Trigun, oui, tout Le à fait. Chant du Loup aussi. Film français qui n'a rien de français, déviant, super son, chef op au top. Tout est bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît, ce n'est ni Ralph 2 ni Lego 2. Très bien. Bon, voilà, je crois que c'est la meilleure reco qu'on ait du chat qu'on ait eu. Très bien, voilà, écoute, tu me diras combien je te dois, Benjamin. Bon, du coup, on se laisse, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission au top. On se dit bon fin week-end, pas plus. Comme le veut la phrase consacrée. C'est la fin des choux. Et c'est la fin de ce numéro 85. À la semaine prochaine. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.